Bonjour Monsieur Henri-Jacques Citroën, nous vous remercions d'être aujourd'hui avec nous à France-Amérique pour ce temps d'échange. Vous incarnez la réussite Citroën et la première question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'André Citroën est une icône? Aubin, merci de m'avoir invité ici à France-Amérique. Beaucoup de gens m'ont dit effectivement que j'incarne André Citroën et j'ai pu le constater lors des très nombreuses célébrations du centenaire de la marque en 2019. Au début de l'année, je pensais qu'il allait y avoir 3, 4, 5 événements, dont le rassemblement du siècle en juillet. Mais au fur et à mesure que l'année avançait, il y avait des célébrations partout parce que chaque club voulait sa célébration. Et comme il y a 1 millier de clubs, puisque c'est la marque la plus collectionnée au monde, ça faisait 1 millier de célébrations en France et dans le monde. Donc je me suis rendu aux principales d'entre elles, surtout en Europe. Et là j'ai pu constater un engouement et un enthousiasme qui était vraiment impressionnant, qui m'a personnellement beaucoup touché. Parce que je me rendais ici et là, par exemple à Rennes, à Bruxelles, en Allemagne, etc. Et j'ai passé à chaque fois des heures à serrer des mains, à saluer les uns les autres, à me faire prendre en photo, à signer des autographes et surtout à entendre les belles histoires que tous les gens en France ont à raconter sur Citroën, parce que chacun a toujours une anecdote ou un souvenir qui concerne Citroën. Et cet engouement, il est carrément international parce que lors du rassemblement du siècle, c'était le nom de la célébration qui a duré 3 jours en juillet, 60 000 personnes sont venues. Elles ont pu admirer 4400 voitures de collection qui étaient là, bien rangées, par type, par âge, etc. Et parmi ces 60 000 personnes, il y avait 20-25% d'étrangers. Et ça a été 3 jours de fête au cours de laquelle il se passait quelque chose à chaque instant. C'était, comme je l'avais dit, le Woodstock de Citroën. Et j'ai eu l'occasion donc de prononcer le discours d'inauguration, qui était peut-être le discours de ma vie, en tout cas un des discours de ma vie. Et j'ai mis 3 mois à le penser, 3 heures à l'écrire, mais 3 mois à le penser. Qu'est-ce que ça veut dire 3 mois à le penser? C'est que pendant les semaines qui ont précédé l'événement en question, j'ai rencontré beaucoup de monde et j'ai pu mesurer cet enthousiasme et l'émotion qui était suscitée par tous ces événements. Donc je me suis dit, il faut que je puisse, dans le discours, transmettre cette émotion. Et à l'occasion de la préparation de ce discours, on m'a fait rencontrer un psychiatre américain qui est collectionneur de véhicules de Citroën. Et nous avons dîné ensemble et au cours du dîner, je lui ai demandé comment on devient une icône, comment une personne devient une icône, et en particulier comment André Citroën est devenu une icône, en tout cas auprès de tous les gens qui connaissent au moins un peu son histoire. Et sa réponse a été très claire. André Citroën apparaît en 1919, au moment où il lance la fabrication des automobiles. Il apparaît à un moment où le pays qui sort de la guerre est démoralisé, attristé, blessé. Et tout d'un coup surgit quelqu'un plein d'enthousiasme, de détermination, d'optimisme qui dit on y va, en avant, on va conquérir le monde et je vais lancer une voiture avec des méthodes
que j'ai observées aux États-Unis, qui vont permettre de réduire les coûts et donc de proposer un véhicule que la population en général pourra acheter, ce qui permettra aux uns et aux autres de se déplacer, de se rapprocher, de rapprocher les populations, donc de rendre mille services. Et donc à l'époque, les médias n'existaient pas comme aujourd'hui, mais il a trouvé le moyen de faire un maximum de bruit et les gens se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et tout d'un coup, au milieu de la détresse nationale, il y a un phare qui est apparu et qui a su mobiliser de très nombreuses énergies autour de lui. Et ce qui a permis à l'entreprise Citroën, qui ne produisait aucune voiture avant 1919, de devenir le premier producteur européen en moins de 10 ans. Et surtout, ce qui était impressionnant, avec une implantation commerciale, j'allais dire presque mondiale. Parce que dès le démarrage de la production, en 1919, André Citroën avait envoyé ses directeurs chargés du commercial un peu partout dans le monde. Et à l'époque, les déplacements n'étaient pas faciles comme aujourd'hui. Mais très vite, il y a eu des agents et des concessionnaires partout en Europe, mais même à Moscou, en Asie et dans le nord de l'Afrique. Donc c'est arrivé très très vite. Et parce qu'il s'est dit, comme je vais produire de grandes quantités de voitures, il faut qu'elles soient vendues. Pour être vendues, il faut que je m'implante partout. Donc j'espère avoir répondu à la question sur comment on devient une icône, mais en tout cas, j'ai apprécié cette explication du psychiatre américain pour comprendre pourquoi aujourd'hui André Citroën a le prestige qu'il a, prestige que je constate dans toutes les manifestations, parce que je vois des gens de tout âge qui souvent se présentent lors des rassemblements qui sont finalement assez fréquents, avec des pancartes qui disent « Merci André ». Je vois même des collectionneurs dans leur véhicule de collection ont la photo de mon grand-père en permanence. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très impressionnant. Alors, c'est une icône. André Citroën représente une France qu'on cherche aussi en ce moment. Mais ça s'explique aussi peut-être à travers l'histoire. Il y a la grande histoire, la petite histoire. Est-ce que vous auriez une ou deux anecdotes à partager avec nous sur l'histoire André Citroën et peut-être celle la meilleure manière de répondre à votre question, c'est en disant et en expliquant qu'André Citroën a été l'inventeur du marketing moderne et de la publicité. Beaucoup de gens le pensent, en particulier Jacques Séguéla, qui est le premier à dire que c'est lui qui a tout inventé dans ce domaine. Je disais tout à l'heure qu'il fallait faire du bruit pour faire connaître la marque. Et on peut dire, comme l'écrivait récemment un journaliste dans Les Échos, que c'est André Citroën qui a inventé le buzz, déjà à l'époque. Il fallait faire du bruit en permanence, et les moyens qui ont été imaginés sont vraiment impressionnants. On a l'impression que son cerveau était en ébullition permanente à la recherche d'idées et à la mise en application de ces idées. Par exemple, quand la production d'automobiles commence, il envoie une lettre à des milliers et des milliers de propriétaires de chevaux qui sont signés, les lettres signées par lui, qui expliquent aux propriétaires des chevaux qu'un cheval ça coûte cher parce qu'il faut le nourrir tous les jours, même s'il ne travaille pas, et que ses rendements sont limités, il peut parcourir tant de kilomètres, alors que si on achète une voiture, la voiture, on la nourrit d'essence que quand on l'utilise, elle peut faire des grandes distances, elle présente toutes sortes d'avantages, donc acheter une voiture.
aussi pour s'assurer de la pérennité donc, de la clientèle, il crée une usine qui fabrique des petits jouets, des petites voitures jouets Citroën, pour que donc les enfants, dès leur jeune âge, puissent jouer avec les petites voitures en question, afin que les premiers mots qu'ils prononcent soient « papa, maman, Citroën ». La tour Eiffel, qui est toute proche d'ici, a porté le nom Citroën, l'illumination, avec une illumination spécialement conçue, le nom Citroën du haut jusqu'en bas, pendant 10 ans. C'est la plus grande publicité, la plus haute publicité qui a existé dans l'histoire. Et d'ailleurs, Lindbergh, quand il a traversé l'Atlantique, il a dit que quand il approchait de Paris, c'est ce qui lui permettait de savoir où était Paris, parce qu'il voyait la tour Eiffel avec le nom Citroën de loin. D'ailleurs, quand il est arrivé, André Citroën a organisé un grand banquet avec tout le personnel de l'usine de Javel en l'honneur de Lindbergh, le buzz aussi. Le buzz, ici, on l'a retrouvé dans d'autres faits, comme par exemple l'illumination des monuments de Paris, qui était offerte par André Citroën, les panneaux de signalisation qu'il y avait partout sur les routes françaises étaient offerts par André Citroën. Donc il était là partout. Il était toujours impressionné par les critiques sympathiques des chansonniers. Et ça l'amusait beaucoup de voir qu'il était moqué à gauche et à droite, parce qu'il disait « ça fait parler de moi ». Et il allait souvent d'ailleurs au théâtre de 10 heures. À l'époque, c'était le temple des chansonniers. Il emmenait mon père qui me racontait que les chansonniers, quand ils le voyaient arriver, ils le saluaient toujours « Ah, bonjour Citroën ». Et donc il se moquait vraiment de lui. Et un jour, il les réunit tous dans un grand restaurant. Et il les invite avec un certain nombre de personnalités, dont Joséphine Baker, mais aussi il y avait des hommes politiques. Il organise un concours de chansonniers. Il leur dit voilà, je vous invite à concevoir un poème qui va se moquer de moi, et celui qui aura le meilleur poème gagne une voiture. Donc, je les ai à proximité ici, dans ma serviette, mais je pourrais éventuellement les lire parce que les poèmes ont été vraiment excellents. Puis il y en a un qui a gagné, puis qui est parti avec une voiture. Au point de vue relations publiques, je crois qu'on ne peut pas faire mieux que les croisières. Parce que c'était, pour l'époque, et même, je dirais, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, c'était des aventures qui dépassent l'entendement. On est dans les années 20, et avec les fameuses autochenilles qui ont été inventées par Quai-Gresse. Après, je parlerai des inventions d'André Citroën et plutôt de ses relations avec les inventeurs autour de lui. Donc Quai-Gresse invente le principe de l'autochenille, qui après a été repris pour la fabrication des chars. Et donc André Citroën, pour montrer que ces véhicules fonctionnaient tout terrain, décide de traverser le Sahara. Donc il organise une expédition dans les années 1921, donc la traversée du Sahara. Et ça a été un grand succès. Comme il a vu que ça marchait bien, il a eu l'idée de concevoir ce qu'on a appelé la croisière noire, qui est la traversée de toute l'Afrique, aussi avec les autochenilles, depuis le nord jusqu'au sud, avec la croisière qui est les expéditionnaires qui se divisaient en 3 groupes. Une fois qu'ils étaient dans le centre de l'Afrique, il y a un groupe qui est allé vers la côte est, l'autre vers l'Afrique du Sud et l'autre vers la côte ouest. Et quelle était l'idée de ces croisières? C'était de rapprocher les hommes, et surtout de connaître les hommes qui se trouvaient ici et là, mais aussi d'ouvrir des voies pour faciliter le commerce entre les pays africains, dont la plupart à l'époque étaient des colonies françaises. Donc pour faciliter les échanges, parce que dans ces pays, souvent,
pas de route, il y avait quelques vagues pistes. Et d'ailleurs, les expéditionnaires ont connu des moments qui n'étaient pas si simples dans la marche de l'expédition, parce que parfois ils traversaient des zones entières où il n'y avait pas de moindre sentier, et même à un moment ils ont traversé une plaine infinie avec des hautes herbes qui leur enlevaient toute visibilité, et pour pouvoir avancer, ils ont dû utiliser, comme en pleine mer, des sextants. Donc, vous voyez, pour se guider, c'était pas simple. Et à bord de l'expédition, il y avait toutes sortes de spécialistes. Ce n'était pas simplement une aventure technique, ça l'était évidemment, mais c'était aussi des expéditions scientifiques. Il y avait des ethnologues, il y avait des cinéastes, il y avait un peintre, le fameux peintre Yakovlev, il y avait des spécialistes de géologie aussi, donc, qui ont rapporté toutes sortes d'informations, mais aussi des animaux sauvages qu'ils ont découverts, que l'on peut trouver d'ailleurs dans le muséum là, qui était au Jardin des Plantes. J'ai eu l'occasion de voir les animaux qui sont empaillés, qui ont été rapportés par la Croisière Noire. Donc c'était une expédition qui était scientifique. Et pour que vous voyez que rien n'était laissé au hasard, parmi les expéditionnaires, il y avait un cuisinier émérite, parce qu'il fallait que les gens soient correctement nourris, mais surtout, il fallait, en cas de rencontre avec des tribus amicales, puisqu'elles sont amicales, donc elles allaient recevoir les expéditionnaires de manière agréable, et allaient probablement les inviter à un repas. Il fallait pouvoir rendre le repas, donc il fallait quelqu'un qui soit en mesure de cuisiner avec les ingrédients trouvés sur place. Donc, s'il n'y avait que des rhinocéros ou des hippopotames ou autres, il fallait pouvoir le faire. Il y a un livre d'ailleurs qui a été écrit qui s'appelle la cuisine des croisières. Donc, vous voyez, rien n'a été laissé au hasard. Et ce qui était intéressant, c'est que déjà, pour cette croisière, le peuple français était informé de l'évolution du parcours, donc par radio. Et donc on disait aux gens, voilà, la Croisière Noire est ici et là, etc. On est pendant les années 20, vous voyez, il fallait l'imaginer. Et quelques années plus tard, alors qu'on était déjà dans la grande crise mondiale, crise économique mondiale, il décide de traverser l'Asie. Les gens lui disaient, c'est peut-être pas le moment, mais il s'est dit non, on a décidé de le faire, on le fait. Et donc, de la même manière, enfin avec les mêmes véhicules, il traversait depuis Beyrouth jusqu'à Pékin. Et là, les préparatifs étaient extrêmement complexes, parce que quand vous faites ce genre d'expédition, il ne faut rien laisser au hasard. Et surtout, vous êtes à une époque où il n'y avait pas de station-service ici et là, souvent pas de route, pas d'atelier de réparation. Donc ça veut dire qu'il faut non seulement déterminer à l'avance le parcours, mais il faut enterrer ici et là de l'essence. Il faut trouver des endroits où garder les pièces de rechange et puis trouver tous les gens qui vont vous appuyer. Donc pendant un an, il y a des gens qui ont sillonné tout le continent, c'est quand même tout le Moyen-Orient et toute l'Asie. Et donc quand ils sont partis en 1932, ils partent donc du Liban, et ils passent par la Syrie, par l'Irak, l'Afghanistan, etc. Et puis l'Inde, ils passent par des zones de guerre aussi, il y avait des troubles ici et là. Et quand ils devaient passer par la Russie, mais au dernier moment, les Russes ont retiré leur autorisation de passage. Et donc la seule manière de poursuivre le chemin, c'était de traverser l'Himalaya. Et donc ils ont dit, on va traverser l'Himalaya. Et donc ils trouvent le moyen des chemins à travers l'Himalaya. Et on voit dans le film, il y a un film qui a été tourné par le cinéaste qui était à bord, et puis on voit aussi sur les photos la fameuse scène où l'auto-chenille est en train de grimper par
chemin très étroit au bord de la falaise, rocailleux, et tout d'un coup, sous la voiture, tout s'effondre, et la voiture reste en suspens avec les roues avant et la chenille derrière qui sont appuyées sur le sol. Et donc ils ont dû démonter les voitures, et terminer l'ascension avec toutes les pièces à dos d'homme. Après ils ont poursuivi l'expédition. Et là, tous les jours, la population française était informée de l'évolution, et même il y a eu une diffusion à grande échelle de cartes pour que les enfants puissent suivre avec en mettant des petits drapeaux la marche de la croisière jaune. Bon, on peut en parler longtemps de la croisière jaune parce qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses, mais en tout cas le film est vraiment remarquable parce qu'on voit tous ces pays pendant les années 30. On voit par exemple la croisière passe à Palmyre, elle passe à Bagdad, et on voit la beauté de ces endroits, de ces paysages à l'époque, parce que les cinéastes sont rentrés chez les gens, sont allés dans les rues. Le film il est exceptionnel, avec des commentaires qui sont, disons, acceptables, parce que le film qui a été tourné sur la croisière noire, il y a des commentaires qui sont faits qui ne passeraient pas aujourd'hui. Voilà, qui ne seraient pas considérés comme politiquement corrects. Enfin bon, à l'époque, c'était comme ça que les gens voyaient les choses. Bon. Mais les commentaires de la croisière jaune sont vraiment remarquables. Et les expéditionnaires qui venaient du Liban devaient rencontrer les expéditionnaires de la croisière jaune aussi, qui étaient partis de Chine, et ils devaient se rencontrer vers Tachkent. Donc, suivaient en fait la route de la soie. Mais ceux qui arrivent de Chine ne sont pas au rendez-vous. Et pourquoi ils ne sont pas au rendez-vous? Parce qu'ils sont passés par une zone dans la Chine, la partie occidentale de la Chine, où il y avait déjà la guerre, une guerre civile contre les musulmans. À l'époque, déjà, il y avait les problèmes visiblement des Ouïghours, déjà. Enfin, je ne sais pas si c'est appelé Ouïghours, mais enfin, dans cette région, il y avait déjà la guerre. Et ils ont assisté à des massacres, et ils ont filmé de loin, ils ont filmé ce qui se passait. Et le maréchal King, qui était l'autorité dans la région, et qui avait donné l'autorisation de passage, les arrête. Et donc, tout d'un coup, ils sont pris comme otages, et on prévient personne. Personne n'est prévenu, et on n'entend plus parler d'eux pendant un certain temps. Et pourquoi ils sont arrêtés? Bon, d'abord parce qu'ils ont vu ils se sont rendus compte, les Chinois, qu'ils avaient vu trop de choses qu'ils ne devaient pas voir. Et puis deuxièmement, parce que le maréchal King n'avait pas reçu les 3 voitures Citroën qui lui avaient été promises. Et pourquoi il ne les a pas reçues? Parce que les rebelles ont intercepté les voitures. Et alors, pour pouvoir se sortir de ce piège, celui qui dirigeait ce groupe d'expéditionnaires, Victor Point, il a une idée. Il dit au maréchal King, il lui dit, voilà, demain c'est notre fête nationale, et est-ce que vous nous autorisez à jouer? Ils avaient un tourne-disque, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque. Est-ce que vous nous autorisez à mettre notre hymne national ce jour-là? L'autre lui dit, bon, ok, allez-y. Et ça leur a permis de hisser l'antenne et de parler alors qu'il y avait la musique, et donc de lancer un SOS qui a été entendu par un bateau qui était dans l'océan Indien. Et immédiatement, André Citroën a été prévenu, et donc le contact a pu être établi, et on s'est mis d'accord avec le maréchal King pour qu'il reçoive ses voitures. Et comme ça se passait très mal dans cette guerre civile entre le maréchal King et les rebelles, mais ça se passait mal pour le maréchal King, il avait besoin de demander de l'aide au gouvernement central de Pékin, mais il n'avait plus de radio. Donc il a demandé aux expéditionnaires, bon, je vous libère, je vais recevoir les voitures, mais vous m'aidez à me communiquer avec le gouvernement central. Et donc comme ça, ils sont pu partir, ils se sont retrouvés, et ils ont traversé donc le désert de Gobi dans l'autre sens, et ils sont arrivés en Chine.
La partie chinoise n'a pas donné lieu à beaucoup de prises d'images parce qu'à bord, il y avait un certain nombre de Chinois, c'était une exigence des Chinois. Et les Chinois, ils étaient persuadés que c'était une opération d'espionnage. Et donc, vous ne filmez pas, vous avancez, mais point à la ligne. Bon, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop d'images. Quand l'expédition arrive en Chine, bon, c'est terminé, la croisière jaune est un grand succès. Pour André Citroën, c'était le test ultime pour les hommes et pour les machines. C'était sa citation. Donc, le test ultime pour les hommes, parce qu'il fallait pouvoir résister. Moi, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de me trouver dans une auto-chenille. Je peux vous dire que c'est moins confortable qu'un siège dans le métro. C'est vraiment des sièges qui ne s'inclinent pas, qui sont étroits, il y a très peu de place. Et vous dites, ça a duré plus d'1 an. Pendant plus d'1 an, vous allez avancer dans des conditions adverses, la chaleur, le froid, la pluie, la sécheresse, vous allez avancer. Et c'était vraiment des super-hommes, parce qu'il n'y avait pas d'assistance particulière. C'était un exploit humain exceptionnel. Et quand donc, la croisière se termine, elle poursuit sa route et elle va jusqu'en Indochine. Et là, celui qui dirigeait l'expédition, qui s'appelait Georges-Marie Hart, qui était le bras droit d'André Citroën, qui était son ami de toujours et qui était l'homme qui tempérait les ardeurs d'André Citroën. André Citroën, il fallait toujours aller de l'avant, quoi qu'il arrive. Bon. Et donc, Georges-Marie Hart meurt de maladie. Et ça, c'est un drame pour la suite. Vous allez voir pourquoi. Parce que André Citroën, à ce moment-là, donc on est en 1932, en pleine crise économique mondiale, comme je disais tout à l'heure, rend visite à Louis Renault dans sa nouvelle usine de Billancourt, qui venait d'être complètement modernisée. C'était vraiment le dernier cri technique pour l'époque. Et quand il voit ça, pour lui c'était intolérable parce qu'il y avait une très grande rivalité entre eux. Il se dit, c'est pas possible qu'il y ait une usine qui soit plus belle, plus grande, plus performante que la mienne. Moi je vais faire mieux que lui. Et donc en pleine crise, il démolit, tout en maintenant la production, il démolit l'usine de Javel pour en faire quelque chose dernier cri. Et si Georges-Marie Hart avait été là, moi je suis sûr qu'il lui aurait dit c'est pas le moment de le faire, parce que déjà à ce moment-là, les ventes dans le monde entier, les ventes de voitures, mais de tout, étaient en déclin rapide. Et donc tout d'un coup, André Citroën se trouve avec des problèmes de trésorerie. Mais comme il avait toujours pris de haut le monde bancaire, quand il s'est tourné vers les banques pour leur demander une intervention, on l'a accueilli avec un petit sourire, rien de plus. Il a demandé l'aide de l'État, qui n'a pas voulu la lui donner. Et donc tout d'un coup, il se retrouve seul et il se dit la seule manière de m'en sortir, c'est de produire et commercialiser la traction avant dont il avait eu l'idée aux États-Unis, puisque c'était une idée de l'ingénieur Edward Budd, qui avait eu l'idée mais qui ne l'avait pas développée. Et André Citroën, sa grande force, c'est justement de repérer les inventions qu'il peut y avoir ici et là et faire en sorte qu'elles se développent. Et souvent, pour inventer quelque chose de nouveau, il faut combiner un certain nombre d'inventions. Ce n'est pas simplement parce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé la traction avant, il fallait aussi concevoir un modèle. Et donc pour ce faire, par exemple, pour la partie design, il embauche l'architecte italien Bertoni, qui n'avait jamais dessiné une voiture, et c'est lui qui dessine la traction avant. Donc c'était un pari qu'il fallait faire. Et donc, il essaye de mettre au point le plus vite possible la traction avant, mais il le fait trop vite, mais il est pressé par le temps. Et quand elle sort, en 1934, elle n'est pas encore vraiment au point. Et donc, il y a un certain nombre de défauts, les clients la rendent ou la remettent pour des réparations, les gens hésitent avant de l'acheter. Et donc, ça ne résout pas son problème de trésorerie. Et en décembre 1934, l'un des petits créanciers
recourt à un tribunal pour la récupération de sa créance. Et quand il y en a un qui commence, il y a les autres suivent. Et donc, c'est comme ça que commence la chute. Et comme l'a écrit mon père dans un livre, il dit, dans un livre qui s'appelle La Conjuration de Javel, mon père avait des éléments pour dire qu'il y a eu vraiment un complot. Et parmi les comploteurs, il y avait un autre conseiller proche d'André Citroën qui, en quelque sorte, l'aurait trahi. Mais ce que l'on a observé, c'est que quelques mois après donc, la chute de l'entreprise et la mort d'André Citroën, puisqu'il tombe malade, très malade d'un cancer à ce moment-là, donc il meurt le 3 juillet 1935. Quelques mois après, celui qui a déclenché les procédures judiciaires se retrouve président de Michelin États-Unis, parce que derrière toute la manœuvre, il y avait les Michelin, puisque c'est eux qui récupèrent l'entreprise après. Et puis celui qui était son nouveau bras droit se retrouve aussi avec un poste très important dans la nouvelle organisation. Et donc les Michelin prennent le contrôle de la société et la redressent très vite. Et au bout de quelques mois, l'attraction avant qui a été finalement bien mise au point devient un énorme succès. Et puis Citroën repart sur les chapeaux de roue, mais sous le contrôle absolu de Michelin, puisque la famille à ce moment-là perd le contrôle qu'elle avait sur l'entreprise. Donc vous voyez, c'est une histoire qui est impressionnante, cette partie automobile ne représente finalement que quelques années, c'est 16 ans. En 16 ans, c'est impressionnant de voir tout ce qui a été fait, mais ça a été fait par quelqu'un qui était confiant en lui-même, confiant en l'avenir, confiant dans les autres, confiant dans la bonne étoile de tout le monde, parce que tout ça pouvait marcher si le reste de l'économie marchait, mais il a tout fait pour favoriser le développement industriel. Alors, ce qui est très important, ce que je mentionnais rapidement tout à l'heure, c'est qu'il s'est beaucoup inspiré de ce qui se passait aux États-Unis. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui on est ici à France-Amérique, parce qu'il s'était rendu compte pendant les années 10, je vais en dire 2 mots dans un instant, quand il y a un moment, il a été nommé directeur de la société des automobiles Morse, qui était en difficulté. Et comme il avait été repéré comme un industriel compétent, on est allé le chercher en disant redressez-nous l'entreprise. Et il s'est rendu compte qu'il fallait aller aux États-Unis pour voir ce qui se passait, parce qu'il y avait des informations comme quoi le monde industriel était en plein essor, en pleine ébullition. Donc en 1912, il se rend aux États-Unis et il rencontre toutes sortes d'industriels, d'économistes et autres. Et il rencontre peut-être Henry Ford, mais on n'est pas sûr. Mais il y a des gens qui disent que oui, d'autres non, mais il n'y a pas vraiment d'éléments qui le disent. Il le rencontre bien après. Mais en tout cas, il découvre quelles sont les méthodes américaines de production à la chaîne. Et il se rend compte qu'il y a un ensemble d'industriels, d'ingénieurs, de chercheurs qui sont là à la recherche de tous ces éléments qui peuvent représenter quelque chose, qui peuvent représenter disons, un bienfait pour l'industrie. Et donc ça reste bien dans sa tête. Et quand commence la Première Guerre mondiale, il est envoyé au front comme tous les hommes valides. Il est donc dans les tranchées. Et assez vite, il apprend la mort de son frère Bernard, dont il était très très proche. Évidemment, ça le désespère. Et ce qui le désespère aussi, c'est de voir que les Allemands envoyaient sur les lignes françaises beaucoup plus d'obus que le contraire. Et quand il voit ça, et c'est là qu'on voit sa résilience et sa réactivité, il se dit on ne peut pas laisser ça comme ça. Donc il demande très vite l'autorisation à son supérieur hiérarchique pour aller proposer au ministre de la guerre de construire immédiatement une usine d'obus
qui allait produire les obus à la chaîne, donc avec la méthode américaine, pour pouvoir faire jeu égal avec les Allemands. Et très vite, on lui dit carte blanche, allez-y, on vous appuie. Donc il achète les terrains de Javel, sur lesquels à l'époque il y avait quelques potagers. Et en l'espace de 4 mois, il construit l'usine et il l'équipe. Et franchement, moi qui connais beaucoup d'industries pour avoir travaillé dans ce monde depuis toujours, je n'arrive pas à imaginer comment, en plus de ça, à l'époque, alors qu'on est en pleine guerre, on puisse construire des bâtiments si grands et surtout les équiper avec toutes les machines qui sont nécessaires, qui ont probablement été en partie importées des États-Unis. Mais 4 mois, ça veut dire qu'une fois qu'on vous a donné le feu vert, il faut tout de suite passer les commandes, être prêt, etc. Et embaucher les gens, parce que l'usine employait plus de 10 000 personnes. Il fallait embaucher les 10 000 personnes. La plupart, entre parenthèses, étaient des femmes, puisque les hommes étaient au front. Et pour que les femmes puissent travailler dans de bonnes conditions, il a tout de suite mis en place une politique sociale qu'on pourrait vraiment qualifier d'avant-garde, vu la période à laquelle ça se passait, où dans l'usine, vous aviez des garderies, infirmeries, enfin tout ce qu'il fallait pour que la femme puisse travailler dans de bonnes conditions, en tranquillité, sachant que ses enfants disons, on s'en occupe comme il faut. Et puis il y avait aussi une possibilité d'acheter des aliments à prix subventionné par l'entreprise, donc aussi pour améliorer le quotidien de tous les employés. Et donc, j'aime bien souligner cette histoire parce que ça montre d'abord cette grande réactivité de quelqu'un qui, face à toute adversité, ne se laisse pas faire, essaie de faire avancer les choses et puis et très vite tire toutes les ficelles qu'il faut tirer, contacte les gens qu'il faut contacter. En plus de ça, il était servi par le fait qu'il avait un énorme charisme et qu'il était hyper sympa, c'est ce que tout le monde dit. Moi, j'ai toujours demandé, est-ce qu'il y a un industriel en France plus sympa que lui au XXe siècle? Je ne crois pas. Enfin, j'en ai pas trouvé. On n'a jamais pu me donner un exemple. Et donc, évidemment, ça aidait parce que quand vous avez du charisme et vous prenez bien en compte les autres, on vous suit et puis vous et tous ensemble on peut faire vraiment 1000 choses. Et donc, mais avant de terminer sur l'histoire des obus, je voulais juste mentionner aussi comme exemple de grande réactivité l'invention entre guillemets des engrenages à chevrons qui ont donné le logo à l'entreprise Citroën. En fait, André Citroën avait des connexions familiales en Pologne, tout simplement parce que sa mère était polonaise. Bon, la famille est originaire de Hollande, c'est son père qui immigre en France, donc au XIXe siècle, et il épouse une polonaise, donc voilà, une famille très européenne, et le tréma sur le E apparaît quand André Citroën est inscrit à l'école pour faciliter la prononciation. Donc c'est à ce moment-là que ça apparaît. Et André Citroën devient français qu'au moment où il est admis à l'école polytechnique, parce que pour pouvoir entrer à l'école polytechnique, il fallait être français. Donc c'est à ce moment-là qu'il devient français. Et il épouse une Italienne. Vous voyez, c'est une famille qui est d'immigration, qui est très européenne. Donc, ses parents meurent, sa mère meurt quand il est en prépa. Et en 1999, il se rend en Pologne en vacances pour voir la famille qui restait là-bas. Et à l'occasion de ce voyage, on lui présente un ingénieur qui possédait une fonderie. Et il va voir la fonderie et il voit dans un coin de la fonderie des engrenages dont les dents ont la forme du chevron. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, oh, mais on a imaginé
ce genre d'engrenage, parce qu'on pense que ça peut être bénéfique pour l'industrie, pour la transmission de puissance. Et il dit, mais c'est génial votre idée, là. Je vous achète le brevet tout de suite. Et il achète le brevet sur le champ. Il prend le premier train, il va en France pour déposer le brevet ici. Il crée immédiatement, il a 20 ans. Il crée, il a 22 ans. Il crée l'entreprise d'engrenage Citroën. Et le défi industriel, le défi plutôt technique pour lui, c'était de voir comment fabriquer les dents en question, comment les tailler. Parce que je connais un peu le sujet parce qu'il sait que cette entreprise, je la représente toujours. Elle existe toujours, c'est un des leaders mondiaux. Elle a un autre nom, elle s'appelle maintenant CMD, engrenage et réducteur. Le CMD, en fait, ça veut dire c'est Citroën Messiaen-Durand. Donc je connais un peu le sujet et je peux vous dire que ce n'est pas facile de tailler des dents qui ont cette forme. Donc il met au point les machines pour les tailler. Et donc il commence à proposer ça à l'industrie et puis ça a été un grand succès. Et donc c'est grâce à ça qu'il a été repéré par Morse et qu'il venait chez nous, etc. Parce qu'il voyait que c'était quelqu'un qui dans l'industrie commençait à compter. Vous voyez, c'est intéressant de constater qu'il est en voyage, il voit un truc, c'est génial, je vais le développer. Parce que les Polonais ne faisaient pas grand-chose avec ça. Ils avaient eu l'idée, mais c'était là, dans un coin. Donc je le développe. La guerre arrive, les Allemands nous bombardent, nous canardent, qu'on ne va jamais s'en sortir. Donc il faut se mettre à niveau. Je fais l'usine. Et donc ça a permis à la France et aux Alliés d'être à armes égales. Et puis ensuite, l'automobile, je lance ça. Et puis c'est pour ça qu'il a eu assez vite le surnom du Henry Ford européen. C'était comme ça qu'on l'appelait. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comme le nom Citroën, finalement, est associé à l'histoire de la France, l'histoire économique, l'histoire industrielle, parce qu'il a donné une impulsion. Il est mort, comme je disais, en 1935, mais il a donné une impulsion qui existe encore, peut-être un petit peu moins qu'avant, mais quand vous allez, vous parlez avec des gens chez ce qui était PSA, il y a vraiment les citroënistes, il y a des gens qui ont l'impression d'appartenir à un autre monde de création. Par exemple, il y a un an ou deux, je discutais avec le nouveau directeur du design de Citroën, Pierre Leclerc, qui en est devenu ami, et qui a été au design chez Kia, chez BMW. Et je lui dis, mais je pense qu'avec le parcours que tu as, on arrive chez Citroën. Il m'a répondu, c'est le rêve de tout designer d'un jour travailler chez Citroën. C'est une information, c'est une réaction d'il y a 2 ans. Et donc, il y a eu cette impulsion qui a été donnée et qui a fait que pendant le XXe siècle, il n'y a aucune marque qui a eu autant de voitures mythiques. Parce que si vous regardez le concours, il y a eu le concours du siècle, de la voiture du siècle, en l'an 2000. Donc d'abord par Internet, Internet naissant, mais enfin il y avait déjà pas mal d'internautes. Donc les gens votaient au niveau mondial. Il y a eu une shortlist de 20. Et ensuite, c'était les journalistes spécialisés dans l'automobile qui choisissaient qui étaient les meilleurs parmi les 20. Et dans les 20 de la shortlist, il y avait 3 voitures Citroën. C'est la seule marque qui en avait 3. Donc c'était la DS, la 2 chevaux et la traction. Et à ce moment-là, Citroën dit il faut qu'on fasse le nécessaire pour gagner. Et donc il y a un comité ad hoc qui se crée pour aller voir tous les journalistes partout. Il y a même un livre sur la DS. Et je devais aller à Las Vegas, à la grande cérémonie de remise de l'Oscar, enfin le prix de la voiture du siècle. Et on s'est rendu compte qu'il y avait trop d'Américains qui votaient et qu'on ne pouvait pas gagner. Donc on n'y est pas allé. Mais on a terminé 3e. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une marque qui a la première, c'était la Type A. Bon, elle est impressionnante parce que c'est la première, mais enfin en tant que telle, ce qu'elle avait d'impressionnant, c'était peut-être que c'était la première voiture en Europe qui avait, quand vous achetiez, qui avait tout, parce que
avant cette période, quand vous achetiez une voiture, vous pouviez acheter les phares à part. Vous n'achetez pas forcément les phares. Le volant, oui, il y était toujours, mais le reste, il y a plein de choses qu'il fallait acheter, qu'on dirait des options aujourd'hui, mais bon, voilà. Donc, bon, mais après, les autochenilles, la Rosalie, la traction avant, la 2 chevaux, donc ça, c'est à partir de la 2 chevaux, c'est plus André Citroën, mais la 2 chevaux, la DS, la SM, la XM, même la C6 dernières années, la Méhari, tout ça, c'est des modèles qui ont marqué leur temps et qui font qu'il y ait tellement de fanats dans le monde qui soient derrière la promotion de tous ces modèles. Moi, je dirais pas promotion, même l'utilisation à des fins personnelles, pour leur plaisir de ces voitures. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est la marque la plus collectionnée parce qu'il y a de quoi. Voilà. Donc il y a cette impulsion qui a été donnée. Et vous voyez, il y a quelque chose qui m'a impressionné quand on parle de l'icône, c'est que André Citroën est né un 3 février. Et le 3 février dernier, sur CNews, en prime time, à l'émission à 19h, il y a eu 20 minutes qui ont été consacrées à l'anniversaire d'André Citroën. Et donc on racontait un peu son histoire. Donc 20 minutes. C'est pour ça que je dis c'est intéressant de voir comme ça attire l'attention. En tout cas, je me rends compte d'une chose, c'est que chaque fois que j'en parle, les gens sont très surpris, ceux qui ne connaissent pas, parce qu'ils se disent c'est incroyable comme histoire. Et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est tellement lié à l'histoire de France que c'est pour ça que j'ai terminé mon discours de la Ferté-Vidame en disant Citroën, c'est la France. Et comme le disait le président de l'amicale Citroën France, il avait posé un jour une question en public, est-ce que vous pouvez imaginer un instant la France sans Citroën ?